je suis principale du collège Federico Garcia Lorca, situé à Saint-Denis dans le 93, établissement REP+, qui a à ce jour toutes les médailles qui existent au sein de l'éducation nationale, puisque nous sommes ZEP, REP, oui, zone établissement sensible, zone. Enfin, nous avons récupéré toutes les médailles qui existent. Je vais essayer de ne pas être redondante avec la première intervention qui avait eu lieu il y a 2 ans, où je vous avais présenté notre travail d'accueil des nouveaux enseignants. L'idée d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je me suis permise d'inviter Vincent Lassagne, professeur de SVT, qui est un pur produit Vincent, je suis désolée, de la notion d'organisation apprenante au sein d'un EPLE, me semble-t-il. 3 postulats sur l'EPLE en tant qu'organisation apprenante, et je fais écho à ce que tu viens de dire, Jacques. Une nouvelle professionnalité des enseignants. Il me semble que lorsque les enseignants sortaient de l'ESP ou feu de l'UEFM il y a quelques années, ils se considéraient comme enseignants. Il me semble qu'aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, que ce soit dans des établissements extrêmement difficiles, comme Garcia Lorca, que ce soit dans des établissements de centre-ville, leur professionnalité n'est pas si assise que cela. Et il y a encore beaucoup d'interrogations sur le comment je transmets mon savoir aux élèves, à ces nouveaux élèves qui, avec les années, ont des attendus différents, des parents d'élèves qui ont des attendus différents, que ce soit en centre-ville ou en établissement difficile. Donc une notion de nécessité qui fait loi. Soit parce que, effectivement, les encodages sociaux ne sont pas ceux que nos jeunes enseignants connaissent. Et vous verrez que la spécificité de Vincent, et c'était une volonté de ma part de ne pas faire venir quelqu'un issu de l'ESP de Créteil. C'était vraiment une volonté de ma part, parce que Vincent vient de Limoges. J'ai rien contre Limoges. Mais effectivement, vous allez voir qu'effectivement, ça fait partie des données du problème. Donc une nécessité qui fait loi avec cette nouvelle professionnalité. La nécessité et le besoin ressenti dans les établissements d'avoir une personne ressource. Donc cette personne ressource va pouvoir être effectivement un chercheur, comme nous avons pu le prouver lors d'un COS précédent. Ça va pouvoir être aussi les nouvelles professions qui émergent dans les REP+. Vous savez que dans les REP+, nous avons à disposition 9 heures par semaine un enseignant qui est détaché par le rectorat pour aider les établissements, les chefs d'établissement, les pilotes des REP+, à mettre en place des formations ad hoc répondant aux nécessités de terrain. Et de plus en plus, on voit ces pseudo-formateurs, dans le sens où ils ne sont pas vraiment formateurs, ils sont enseignants détachés, effectivement servir de personnes ressources pour les équipes de pilotage des établissements difficiles. Et puis, une autre notion dont tu as parlé, Étienne, qui est la notion d'obligation par l'employeur. Je rappelle que dans le texte de la refondation de l'éducation prioritaire, il y a un tout petit paragraphe de 5 lignes qui demande aux établissements REP+, de mettre en place ce qu'on a appelé maladroitement, me semble-t-il, dans le texte, des tuteurs pour les enseignants arrivants. Alors la notion de tuteur est très mal vécue par les jeunes qui viennent de l'ESP et qui ont subi pendant toute leur année un tutorat qui parfois s'est bien passé et le tuteur est devenu un ami, qui souvent s'est mal passé et le tuteur est devenu un ennemi. Et effectivement, si cette notion a peut-être pas été bien, si le vocable n'a pas été choisi avec opportunité dans le texte, la notion d'avoir sur le terrain ce que nous avons appelé une oreille attentive, ce que nous avons appelé un ami, ce que nous avons appelé un tapas, un tuteur accueillant les personnels arrivants, permet quand même, le constat est clair, d'autoriser le jeune collègue arrivant à interroger un de ses pairs, non pas en lui disant « toi tu sais », mais en lui disant « comment tu as fait toi lorsque tu es arrivé ». Donc il me semble que ces 3 postulats de départ sont des éléments pour permettre à l'EPLE de devenir une organisation apprenante. En partant de ces postulats, nous avons une certitude, c'est que l'établissement formateur permet de répondre au plus près aux inquiétudes, des interrogations des professeurs qui arrivent. Donc Vincent Lassagne, à qui je vais laisser la parole dans quelques minutes, est un exemple très intéressant sur ce point de vue-là. Vincent arrive dans l'établissement en septembre 2014. Il arrive de l'ESP de Limoges, jeune collègue, comme beaucoup d'entre eux, parachuté à Créteil. Au 31 août, il ne sait toujours pas où il est nommé. Il est nommé dans mon établissement le 1er septembre, la pré-rentrée a eu lieu le 1er septembre au matin. Il m'appelle dans la matinée en me disant « je viens d'apprendre que je viens chez vous ». Il est nommé sur le poste d'une enseignante de SVT en congé maternité jusqu'en février.
Donc il arrive le premier dans l'après-midi dans l'établissement. Nous avons déjà lancé notre pré-rentrée, nous avons déjà, dans le cadre de la refondation de l'éducation prioritaire, lancé toutes les réunions avec les jeunes collègues, et il va prendre le train en marche dans l'après-midi. Il va immédiatement se saisir de cet objet qui est l'accueil des nouveaux personnels entrants, notre ANPE. Il entend de suite ce que ça peut lui apporter. Et en février 2015, lorsqu'il nous quitte, puisque la collègue titulaire revient de son congé maternité, il sait que la collègue va demander sa mutation. Il est tellement investi positivement dans ce travail d'accompagnement par les pairs qu'il va me demander l'autorisation de venir, dès que son chef d'établissement suivant va le lui permettre, de venir participer au temps de travail collectif. Et donc d'un commun accord avec mon collègue, dès que cela peut se faire, Vincent va continuer à venir dans l'établissement s'alimenter, comme ça, d'échanges de pratiques, d'interrogations, de captation vidéo, puisque chez nous le travail se fait beaucoup par captation vidéo. Paradoxe de notre système, un TZR qui a exercé dans un établissement scolaire peut avoir une bonification pour être nommé dans l'établissement scolaire, à condition qu'il ait exercé un certain nombre de jours. Il manque 15 jours. C'est ça, non, 48 heures. Il manque 48 heures à Vincent pour pouvoir bénéficier de la bonification. Il a fallu que je fasse 4 courriers, plus lui au moins je ne sais combien, pour une lettre de motivation, tout à fait, pour pouvoir bénéficier de ces 600 points pour venir en réseau d'éducation prioritaire quand même. Donc c'est un paradoxe qui effectivement aussi interroge, qui n'est pas trop notre sujet, mais je tenais à vous l'indiquer. Voilà, donc en partant, je vous ai posé le cadre, je vais lui laisser la parole parce que l'idée pour moi, et c'est ce que j'avais proposé à Étienne, c'était que quelqu'un du Sérail vienne vous expliquer en quoi une organisation apprenante dans un établissement REP+, peut tout d'un coup faire que le cauchemar ne devienne pas le paradis, mais au moins que le cauchemar puisse être vécu, qu'il puisse, dans le cadre de la formation continuée, apporter des choses. Avant de lui laisser la parole, aujourd'hui, Vincent est un de mes tapas et un de mes titulaires accueillant les nouveaux personnels. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, on est parti d'un statut d'un enseignant qui arrivait dans un milieu totalement inconnu, un milieu hostile, plutôt défavorable, à une situation d'un enseignant qui aujourd'hui, et je le dis très ouvertement devant lui, a encore une marge de progression, mais comme chacun d'entre nous au sein de nos métiers, mais ça a vraiment été un accélérateur pour lui, pour pouvoir mieux prendre en charge l'hétérogénéité, mieux prendre en charge cet établissement, et puis surtout mieux pouvoir accueillir les collègues qui arrivent sur l'établissement. Il va falloir être gentil parce que très intimidé. Merci. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Vincent Lassagne, je suis enseignant dans le collège de la chef d'établissement de la Solavarisa qui vient de faire son intervention. Je vous remercie également pour l'accueil et de m'avoir invité tout simplement. Donc moi je vais essayer d'être le plus franc possible. Je vous avoue que je n'ai pas préparé un gros discours, je viens surtout vous raconter mon vécu, mon expérience, et je vais essayer de le faire avec la plus grande honnêteté et la franchise dont je vais essayer de pouvoir faire preuve. Je vais d'abord commencer par essayer de raconter très rapidement pour ne pas être lassant, parce que sinon ça va être pénible, mais mon cursus de l'université jusqu'à mon arrivée dans l'Académie de Créteil. Et ensuite, j'essaierai de vous parler de la formation continue telle que moi je la vois, telle que je l'ai vécue, telle qu'elle m'a été apportée et telle qu'aujourd'hui j'essaie de l'apporter à mes collègues qui arrivent et à mes collègues encore en poste avec lesquels on travaille le mieux possible. Donc moi effectivement je suis un terroir limousin, enfin je viens du terroir limousin, donc j'ai fait tout mon lycée là-bas. Je suis arrivé à la fin de ma licence, donc toujours à Limoges, avec le choix déjà de devenir enseignant, donc ça c'était vraiment ancré en moi. Et je me suis retrouvé télescopé à Toulouse, donc j'ai été à l'université de Toulouse, qui m'a, je pense, extrêmement bien formé, mais qui ne m'a pas formé, je pense, à être un enseignant, mais à être un candidat qui pourrait le mieux réussir possible le CAPES. Alors évidemment, ça fait un peu peut-être prétentieux de dire ça, mais j'ai vu la formation à l'université vraiment comme une formation qui était dans un premier temps prévue pour préparer les candidats aux épreuves écrites du CAPES, en SVT en l'occurrence, dans la discipline. Et ensuite, une fois qu'on avait passé ces écrits, je crois qu'on était tous admissibles dans ma promotion, donc sans doute une excellente formation. Hein. On devait se préparer donc pour les oraux, et là on a commencé à avoir des intervenants des SP qui commençaient à venir nous voir, donc un début de formation continue. Sauf que cette formation, elle était plus sur les aspects formation des compétences des enseignants,
et pas forcément sur l'aspect didactique avec les élèves, sur l'aspect pédagogie, sur l'aspect difficulté du poste, spécialité du poste selon l'endroit où on va être télescopé, etc., etc. Donc je me retrouve à passer mes oraux du CABES, que j'ai eu, et je me retrouve à être stagiaire donc, dans mon académie de naissance, donc à Limoges, dans lequel j'ai droit du coup à l'ESP de Limoges, qui était selon une excellente SP et qui en plus avait un fonctionnement assez original, donc je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais en fait on avait 15 heures de cours par semaine au lieu des 18 heures, donc comme dans toutes les SP, sauf que là les heures étaient réparties différemment puisqu'on avait seulement 6 heures de cours de septembre à la Toussaint, donc avec beaucoup plus de formations à l'ESP, qui étaient divisées en 3 types de formations, des formations générales, donc avec tous les collègues possibles de toutes les disciplines, y compris les CPE, avec des formations disciplinaires, donc là où je me retrouvais avec seulement mes 4 collègues d'SVT, et avec des formations transversales, où là je me retrouvais avec principalement des collègues de sciences, donc il y avait physique-chimie, SVT, mathématiques, technologie, et puis physique-chimie, mathématiques pour les professeurs en lycée technologique. Donc cette formation elle était très condensée, puisque justement le principe de cette répartition horaire à Limoges permettait d'avoir beaucoup plus de formations en début d'année scolaire, donc de septembre à la Toussaint, et après elle était un peu plus allégée, ce qui permettait de retrouver toutes les classes. Donc j'ai fini mon année scolaire, ma première année de stage, avec 18 heures finalement de la Toussaint jusqu'à la fin de l'année. Il y a un seul inconvénient, c'est que du coup je me retrouvais avec certaines de mes classes où je devais faire une rentrée en septembre, enfin à la Toussaint plutôt qu'en septembre, comme normalement les collègues l'ont fait dans les autres académies. Les collègues, je veux dire, qui arrivaient, qui étaient stagiaires comme moi. Cette formation à Limoges, elle m'a beaucoup apporté. Je me rappelle qu'on a fait, notamment au cours des formations générales, puisque là ça concernait tous les enseignants, on a commencé à faire du travail sur des vidéos, donc je connaissais un petit peu ça déjà depuis l'Académie de Limoges. Par contre, c'est assez difficile de le dire, mais j'espérais être un collègue, enfin un débutant plutôt sérieux. Et quand je voyais les collègues en difficulté, de mon pauvre établissement limogeaux dans lequel j'étais, qui pourtant était un éclair, je me disais, oh, ce prof il est vraiment en difficulté, je ne sais pas ce qu'il doit faire, mais il a du mal, quoi. Et j'avais un regard qui était extrêmement dur, je m'en rends compte aujourd'hui, sur ces enseignants. Parce que je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière la caméra, à savoir les élèves, le contexte difficile que je connais aujourd'hui. Et en fait, tout ce qui paraissait invisible, moi ça se passait bien, je voyais mes collègues pour lesquels, dans l'ensemble, ça se passait bien, et je ne pouvais pas imaginer à cette époque que ça puisse être difficile et que des collègues puissent être en difficulté. Et quand j'en voyais un, comme on les voyait de temps en temps en vidéo, des collègues qui en plus avaient eu le courage d'accepter d'être filmés et d'accepter que leurs vidéos soient exploitées dans un public partout en France, je me retrouvais donc à avoir un regard critique, mais mal placé. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Finalement, j'arrive dans l'Académie de Créteil. C'était absolument pas un vœu, évidemment. Donc je me retrouve télescopé dans l'Académie de Créteil. Comme vient de le dire la collègue, puisque c'est là qu'elle a commencé à me rencontrer, je n'avais pas d'affectation jusqu'au 2 septembre, je crois même, c'était le jour de la rentrée. Donc je l'ai appelée, elle a déjà été extrêmement rassurante. Donc c'est peut-être le début de la vraie formation, puisqu'elle a été extrêmement rassurante. Et elle m'a invité à venir le lendemain, justement pour la première réunion qui s'appelait donc la NPE, donc on vient d'en parler, l'accueil des nouveaux personnels enseignants. Et je me retrouve donc dans cette réunion, dans laquelle je suis avec tous les nouveaux professeurs qui viennent d'arriver dans cet établissement et que je ne connais pas, donc évidemment personne ne se connaît, à part peut-être 2 individus qui ont fait leur formation à l'ESP ensemble, à l'ESP de Créteil d'ailleurs, c'est 2 enseignants d'anglais, pardon. Et je me retrouve du coup dans cette formation, à ne connaître personne, personne ne connaît en gros personne, avec des professeurs qui sont là, tout sourire, qui essaient de nous rassurer, donc en gros les TAPAS, donc les tuteurs accompagnants des personnels nouvellement arrivants, et ces professeurs tout de suite nous ont mis à l'aise, nous ont expliqué que oui, si vous aviez, enfin ils nous ont, en ces termes ils nous ont dit, vous avez sans doute regardé sur internet en arrivant, vous avez vu ce qu'était le collège Garcia Lorca, vous avez vu les difficultés dans lesquelles vous êtes entre deux cités plus ou moins rivales, vous allez recevoir des enfants qui sont dans des situations très compliquées, mais en même temps, vous allez voir, on est là, enfin on a connu ça, on est là pour vous aider, pour essayer de faire en sorte que cette rentrée se passe le mieux possible, et tout de suite se mettre en place des systèmes de binôme, donc avec un tuteur, justement, on évite le terme, mais avec un tuteur, et un personnel nouvellement arrivant. Et je me rappelle, au cours de cette formation, qu'on est tous sortis avec un tuteur en tête, et le sourire aux lèvres parce que on se sentait rassuré.
déjà. La formation avait à peine commencé, j'étais même pas dans l'établissement, je ne connaissais pas mes élèves, je ne connaissais pas mes classes, je ne connaissais même pas mon emploi du temps, mais on était rassurés. Et c'était déjà un premier pas. On se retrouve du coup à faire des cours dans lesquels on nous explique qu'il ne faut pas hésiter à laisser la porte ouverte tout simplement pour essayer de pourquoi pas aller voir des collègues ou que les nouveaux puissent rentrer sans souci. Donc là, je vois que les anciens en ce moment sont extrêmement ouverts et savent que c'est en montrant qu'eux-mêmes ont eu des difficultés et qu'aujourd'hui ils commencent ou ils y arrivent parfaitement à gérer leurs séances. Je me retrouve donc à suivre mon tuteur, mais aussi d'autres enseignants, donc un professeur de mathématiques, un professeur de physique-chimie, un autre professeur de physique-chimie. Je vais voir mon collègue dans le SVT qui est débutant comme moi, puis j'accepte finalement que les collègues viennent me voir également, ce qui nous permet, donc avec des prises de notes, de commencer à avoir des débriefings au moins individuels. Donc on se retrouve à faire des entretiens dans lesquels on essaye toujours de suivre la même démarche, à savoir d'abord on décrit ce qui s'est passé dans la séance, sans avoir aucun regard critique, juste une description. Puis après, on peut partir dans l'analyse pour essayer de comprendre quelles étaient les intentions de l'enseignant et pour comparer avec ce qui a été fait par rapport à ses intentions. Et puis éventuellement, pour décortiquer les situations qui sont devenues problématiques afin d'essayer de trouver à quel moment une situation a pu devenir problématique, à quel moment peut-être il y avait une solution, quelle était cette solution pour éviter cette situation ou comment peut-être y remédier une fois que la situation avait commencé à devenir problématique, etc. etc. Donc, ensuite, c'était l'année où Luc Ria, le chercheur de l'IFE de Lyon, donc qui nous permet aussi de continuer sur le Léa, lieu d'éducation associée, nous filmait. Donc à l'époque, il venait nous filmer avec un dispositif un peu comme celui-ci, ce qui nous permettait en plus d'avoir le débriefing avec le collègue qui nous avait suivis, d'avoir un vrai retour sur soi. Donc la gestion d'image est un peu difficile la première fois, parce qu'évidemment, se voir à la caméra en train de faire cours permet de voir aussi tous les défauts, tous les tics de langage, tous les types, même corporels qui vont ressortir. Et c'est pas évident la première fois, par contre ça nous a permis, en tout cas à moi, ça m'a permis vraiment tout simplement d'essayer de m'améliorer, de mettre disons en surbrillance, si on peut le dire comme ça, mes défauts et aussi mes qualités, parce que ça me permettait de vérifier qu'il y avait certaines choses que je faisais bien, sur lesquelles je pouvais insister. Et surtout, l'avantage de l'outil vidéo, c'est que derrière, on pouvait faire des entretiens collectifs, donc on se retrouvait un petit peu comme ça sur des tables en U, sur des tables en carré, dans lesquelles on pouvait essayer cette fois à une quinzaine, parce que la première année, on était même un peu plus nombreux, on était une vingtaine dans cette ANPE. Donc une vingtaine d'enseignants qui regardent Monsieur Lassagne, par exemple, en train d'exercer, en train de faire une démarche d'investigation, en train de galérer parfois. Et on essaie tous ensemble, avec, là pour le coup, un aspect extrêmement bienveillant, d'essayer en fait, juste d'améliorer les pratiques de l'enseignant, en vue d'améliorer les pratiques du cours, pour que les élèves, à la fin, aient un cours qui puisse être conforme à ce qui est attendu, tout simplement. Et le premier entretien collectif, moi, c'était extrêmement bien passé, j'en ai fait d'autres par la suite, si bien que l'année suivante, la chef d'établissement m'a même proposé effectivement de devenir un tuteur, donc je me suis retrouvé à accompagner de nouveaux collègues, en particulier le nouveau collègue qui arrivait en SVT, donc l'année dernière, mais aussi finalement tous les autres collègues qui s'inscrivaient dans la MPE, donc en fait tous les nouveaux collègues, puisqu'on l'a rendu obligatoire depuis l'année dernière. Obligatoire, alors moi j'aime pas trop le terme obligatoire, j'en avais parlé un petit peu, moi je préférerais qu'on utilise le terme nécessaire et donc par la suite obligatoire, mais c'est plus qu'obligatoire, c'est nécessaire. Et donc à partir du moment où on comprend la nécessité de cet accueil et de ce suivi de formation continue qu'on peut avoir dans l'établissement, là, la formation devient légitime et elle est de base acceptée par l'enseignant. Parce que justement, il ne peut faire sans. Moi, je suis arrivé aujourd'hui à un stade où je sais que je peux sortir d'un cours en ayant pu faire des vrais cours, parce que justement cette formation me l'a permise, et il y a encore 3 ans de ça, quand j'étais dans l'académie de Limoges, j'arrivais à faire des cours qui se passaient très bien, mais parce que j'avais un public qui me permettait de les faire très bien, parce que j'avais des doigts levés en permanence, parce que j'avais tout simplement un public qui était apte à recevoir le cours, et qui en demandait en plus, qui avait faim. Donc cette formation continue, elle est devenue pour moi essentielle. Je continue à me former auprès des anciens collègues, même les nouveaux collègues peuvent m'apporter, parce qu'ils ont d'autres stratégies que je n'ai pas forcément. Et j'espère apporter beaucoup aux nouveaux collègues également qui arrivent
en leur expliquant comment moi j'ai géré la situation ou les situations comme eux peuvent les vivre actuellement. Voilà. Je pense que déjà je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors juste, moi je vais reprendre la parole quelques minutes si tu permets, Étienne. Merci Vincent. Peut-être juste pour te... J'aimerais que dans la conclusion tu puisses, mais tu vas peut-être le faire, tu aussi dégages les éléments. D'accord. C'était ça. J'avais 5 éléments mais qui vont faire écho. La commande aussi, voilà, c'est de dégager un peu les éléments. C'est quoi un établissement formateur, finalement, un acte? Quels sont les éléments de référentiel qu'on pourrait... Alors, éléments référentiels, on est en train de tenter de les cerner au mieux. Moi, j'avais 5 points qui aujourd'hui posent souci, ou qui sont dans le positif ou dans le négatif. La première des difficultés, et Vincent vient de le dire, c'est de faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes qui arrivent. J'ai reçu un enseignant hier qui arrive de Dunkerque, qui exerce depuis 4 ans. Et alors lui était cérébré, il m'a tout de suite dit « Ouh là là, il faut encore que j'apprenne des choses ». Donc c'était plutôt pas mal comme conversation, c'est pas toujours le cas. C'est de faire comprendre au personnel qui arrive dans ce type d'établissement qu'effectivement il y a besoin, que c'est une nécessité et qu'effectivement la notion d'obligation elle est extrêmement violente, la notion de nécessité est beaucoup plus humaine. Et là j'interroge le législateur, on a des possibilités. Sauf qu'on a aussi des limites, et les limites, c'est des limites statutaires. Tout simplement, dans un REP+, on a des pondérations qui nous permettent, dans les emplois du temps, de mettre des temps pour mettre en place ce que vient de vous décrire Vincent. En dehors des établissements REP+, c'est sur la base du bénévolat. La formation continue, elle est toujours sur la base du bénévolat, puisque nous sommes sollicités, tu as parlé du PAF tout à l'heure, Jacques a parlé du PAF tout à l'heure, j'y reviendrai, mais effectivement, il y a ce souci de comment faire en sorte que la précarité de cette organisation apprenante dans un EPILE puisse être stabilisée en dehors de la personne. En dehors de la personne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, chez moi, j'ai 5 ou 6 personnes qui sont à l'impulsion de cette démarche, avec derrière une équipe de direction qui est allée dans leur sens. On en a déjà une qui nous quitte, puisqu'elle a un poste en fac, moi je pars. Et au-delà des personnes, il faut vraiment que ces organisations arrivent à se stabiliser. Et là, on a une première interrogation. La deuxième interrogation qui fait écho au texte qui était sur nos tables, c'est comment trouver le moyen de valoriser le travail qui est fait par ces équipes qui accompagnent ces jeunes collègues aujourd'hui. On a cette nouvelle professionnalité. Comment faire? Alors bien entendu, moi là, avant de partir, je vais m'amuser un soir où j'aurai un peu de temps à rédiger des documents, je sous-signés, certifie que Vincent Lassagne s'était énormément impliqué dans... Mais ce document n'a de valeur que celle qui pourra être donnée par le lecteur de ce document qui se dira bah, « Tiens, la chef d'établissement, elle l'aimait bien, alors elle a écrit ça ». Au-delà du fait que j'aime beaucoup Vincent Lassagne et que je respecte énormément son travail, comment faire en sorte que cette nouvelle professionnalité qui est en train d'émerger dans nos établissements, alors chez nous de façon un peu prégnante, parce qu'on a le Léa, parce qu'on est un peu connu, parce qu'on est Garcia Lorca, mais je connais plein d'établissements où ça se fait de façon très essaimée, comment faire en sorte que cette nouvelle professionnalité soit reconnue et puisse apparaître dans les parcours personnels et des personnels encadrants, mais aussi de ces jeunes qui ont accepté de jouer le jeu pendant 1 an, pendant 2 ans, comment valoriser cette volonté d'aller dans ce sens-là? Ça, c'est une véritable question. Vincent a insisté sur les nouvelles technologies. Nous, on a débuté avec des iPads. Des iPads qui m'étaient prêtés par le conseil départemental. Ça vaut ce que ça vaut au niveau du son. Aujourd'hui, on a une tentative de partenariat, et là, je suis dépitée, avec une entreprise privée. Donc j'ai du matériel qui vaut une fortune dans mon établissement. Là, je crois que la mallette, elle vaut 20 000 euros, Je crois que 25 000 euros, avec pour 2 caméras qui permettent vous savez, de reconnaître votre micro et qui tournicote dans la salle. Enfin, j'ai pas tout bien compris. C'est un pied rotatif qui est relié à un collier Ouais, et qui permet juste de ça. suivre l'enseignant. Mais ceci étant, on a du coup des captations de qualité en termes d'image et de son, sauf que vous comprendrez bien que moi je suis incapable de m'acheter un matériel de ce type. Donc je sais que l'Académie de Créteil a acquis, il me semble que c'est 5 mallettes pour l'intégralité de l'Académie,
Mais c'est vrai que ça pose question. On est obligé de passer par des entreprises privées. Bon, moi, ça m'interroge toujours. Or, ces nouvelles technologies, elles permettent de faire énormément de choses, puisqu'elles permettent aussi de faire des choses à distance, avec des systèmes de code et d'entrée protégés pour accéder aux vidéos. Et effectivement, là, on a toujours l'impression qu'on est un petit peu en retard sur un certain nombre de choses. Je conclurai sur 2 points positifs. J'ai Vincent qui a accepté aujourd'hui de venir. J'aurais pu vous amener aujourd'hui 5 ou 6 collègues, comme Vincent. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui dans mon équipe, à vue de nez, 4 à 5 enseignants sur 53, 10%. Je suis fière de les 10%, moi, qui sont dans le même processus que Vincent. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés il y a 5 ans, soit ils sont arrivés comme contractuels, et pour maintenir les postes contractuels, je les oblige à s'inscrire au CAPES, et ils l'ont obtenu. Et derrière, j'ai fait en sorte qu'ils soient stagiaires chez moi, et ils viennent d'obtenir leur stagiairisation, et donc du coup, maintenant, ils sont titulaires, et ils ont été nourris par tout ce qui a été mis en place à l'interne dans l'établissement, ce qui permet quand même d'avoir une véritable stabilité au niveau de ces équipes, et donc ne pas subir des nominations d'enseignants qui soit ne viennent pas et vous annoncent le 2 septembre qu'en fait ils ne rejoindront pas leur poste, soit viennent à reculons et toute l'année vous disent ça va bien se passer, c'est un cauchemar, il va se terminer. Mais pendant ce temps-là, on a quand même devant eux un certain nombre d'élèves qui eux pâtissent effectivement de ces difficultés. Et donc j'ai le jeune collègue d'espagnol qui arrive de Dunkerque hier me disait non mais moi je suis venu, je vous ai demandé parce que je sais qu'il se passe des choses ici. Donc c'est aussi un moyen dans les EPLE difficiles en particulier d'attirer des publics, et non pas seulement parce qu'ils vont avoir une pondération sur leur temps de travail, et non pas seulement parce qu'ils vont avoir un petit chiffre sur leur fiche de paye. Moi je suis très très claire là-dessus. Le fait que les jeunes collègues arrivent pour autre chose qu'une pondération sur un temps de travail et pour une ligne budgétaire sur une fiche de paye, ça change la donne dans les établissements scolaires. C'est une véritable plus-value que d'arriver en se disant « je viens parce qu'il y a un travail d'équipe qui est fait ». Et dernière chose, juste pour rassurer un petit peu, et puis pour vous donner un autre élément de réflexion, je travaille depuis 2 ans avec l'Institut Jacques Otto. Nous organisons en novembre prochain une conférence de consensus autour de la notion d'organisation apprenante. Autant dire qu'effectivement c'est un sujet qui aujourd'hui nous interroge tous, qui interroge énormément les chefs d'établissement parce que nous avons une véritable difficulté. Comment essaimer ce type de projet? Quels moyens pour pouvoir faire en sorte que dans les établissements ça se développe? Quel accompagnement? Quelle reconnaissance? Dans le cadre de la décentralisation de notre autonomie, certes, nous avons la possibilité de mettre cela en place, mais quelle résonance au niveau d'une académie, au niveau d'un département? Et puis juste pour terminer sur une polémique, Jacques, tu me permettras, tu parlais du plan académique de formation. Donc petite boutade, hier j'ai reçu un mail me demandant d'émettre mon avis. Vous savez, les enseignants postulent, je dois émettre mon avis. Et alors, ils ont eu la gentillesse de m'informer que le PAF, les inscriptions fermaient le 23, et ils ont eu la gentillesse, hier, nous étions le 20, me semble-t-il, de m'envoyer 5 fiches techniques avec les numéros de référence des stages que mes enseignants pourraient demander. Alors, je suis super contente, sauf que j'ai ouvert le mail, il était 22h, et que les enseignants, je ne les vois pas d'ici vendredi. Donc voilà, donc on a un vrai problème de communication. Il y a un super travail qui est fait auprès de la DAFPEN, sur laquelle ils traitaient. J'ai longtemps travaillé à la DAFPEN, donc ils font un magnifique travail. Et là, il y a un loupé. On a une information 48 heures avant la date échéance. Il y a un véritable travail à faire entre les SP, la DAFPEN et les établissements pour que ce flux de communication soit beaucoup plus